Je tiens tout d'abord à adresser mes chaleureux remerciements à Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, pour l'hospitalité exemplaire qui a été réservée à ma délégation et moi-même. Je salue sa vision et son engagement à réunir les dirigeants du monde entier, chefs d'État, décideurs politiques et chefs d'entreprise, autour d'une réflexion commune sur les moyens d'assurer la prospérité mondiale. Ce sommet mondial des gouvernements, orienté vers l'action au service du progrès et du bien-être des peuples, vise à tracer une feuille de route vers cet objectif. Leadership et prospérité nationale comme moteur de développement, tel est le thème sur lequel nos échanges d'aujourd'hui. En effet, dans un monde en perpétuelle évolution, où les crises se succèdent et redessinent nos économies, le leadership du dirigeant est le pilier fondamental sur lequel s'appuie le développement et le progrès d'un pays. Un leadership fort, visionnaire et pragmatique, c'est la clé pour transformer nos visions en action. Le continent africain regorge de ressources abondantes. Pourtant, depuis des décennies, le développement tant attendu pour chaque pays n'est toujours pas au rendez-vous. Nous ne devrions plus être dans le constat, mais dans la réalisation de nos objectifs. Ce changement passe par une nouvelle génération de dirigeants capables de prendre leur destin en main et d'impulser des transformations profondes. En tant que premier responsable du pays, il appartient au chef de l'État de définir une vision claire de la politique générale de l'État pour son développement. Un véritable leader doit comprendre et maîtriser les atouts, les opportunités, mais aussi les défis et les difficultés de son pays. C'est dans cette conviction qu'à Madagascar, nous avons initié la transformation agricole du pays. Avec 80% de notre population vivant de l'agriculture, le secteur agricole représente une arme puissante pour combattre la pauvreté. Une arme, non pas pour tuer, mais bien au contraire, pour nourrir et faire vivre les familles, les paysans et le peuple tout entier. Comme je le dis souvent, un bon père de famille est celui qui sait nourrir sa famille. Et un bon président est celui qui sait nourrir sa population. C'est dans cette optique que je me lance le défi de faire de Madagascar le grenier rizicole du continent africain. Si Madagascar est le troisième pays producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte, seulement 2 millions d'hectares de rizières sont cultivés, alors que nous disposons encore de 36 millions d'hectares de terres arables en réserve. En modernisant les pratiques agricoles à travers la mécanisation, en investissant massivement dans les semences améliorées et les dernières technologies, nous avons la capacité de tripler le rendement rizicole en passant de 3 tonnes à 9 ou même 12 tonnes à l'hectare, et cet objectif est tout à fait atteignable.
Nous faisons ainsi de l'agriculture notre principal levier de transformation et de développement en assurant notre souveraineté alimentaire, en contribuant à l'autonomisation du continent. Un autre défi majeur est celui de l'énergie. Dans un contexte mondial où l'énergie est le moteur principal du développement économique et social, nous devons accélérer la transition énergétique car il n'y a pas de développement sans énergie. Madagascar est une terre bénie, riche en ressources naturelles. Nos rivières offrent un potentiel immense pour l'hydroélectrique. La force du vent sur nos côtes est propice aux parcs éoliens et notre ensoleillement de près de 3000 heures par an nous permet d'exploiter pleinement l'énergie solaire. Accélérer notre transition énergétique vers une production propre et renouvelable est une priorité stratégique pour assurer un avenir durable pour notre pays. Comme plusieurs pays du continent africain, notre principale source de production d'énergie reste encore dépendante du thermique. À Madagascar, le coût de production de ces centrales thermiques est très onéreux, variant entre 25 jusqu'à 40 centimes de dollars le kilowattheure. Le prix de vente à la population est pourtant seulement à 15 centimes de dollars le kilowattheure. Donc chaque année, l'État malgache subventionne la Compagnie nationale d'électricité à hauteur de 150 à 250 millions de dollars au détriment des projets sociaux et de développement. Ces chiffres illustrent l'impact économique de notre dépendance aux combustibles fossiles. Face à cette réalité, notre vision est claire. Nous sommes déterminés à atteindre des objectifs ambitieux en investissant massivement dans les énergies renouvelables et la transition énergétique. Nous avons déjà commencé à installer 50 MW de parcs solaires et nous ne comptons pas en rester là, car cette année même, nous lançons le défi d'installer 250 MW de parcs solaires supplémentaires. Notre objectif est de mettre en service 1000 MW au total dans les 4 prochaines années, avec 750 MW d'investissement du secteur privé, en addition aux 250 MW en financement propre de l'État. Parallèlement, d'ici 5 ans, nous allons installer et mettre en service de grands projets hydroélectriques qui permettront d'injecter une production supplémentaire de 380 MW sur notre réseau national. Mesdames et messieurs, malgré ces différents défis, Madagascar regorge de ressources naturelles inestimables. Premier producteur mondial de vanille et premier producteur de caviar africain, notre île possède 5% de la biodiversité mondiale, dont 90% est endémique. Madagascar se distingue aussi en étant le deuxième plus grand producteur de nickel et de cobalt sur le continent africain. Nous possédons également des réserves considérables de bauxite, de vanadium, de fer, d'or, de graphite et de pierres précieuses, estimées à plus de 300 millions de tonnes. Mais au-delà de toutes ces ressources stratégiques et naturelles, notre pays et notre plus grande richesse reste notre population. Une jeunesse dynamique, un peuple résilient, talentueux et animé d'une volonté inébranlable de bâtir un avenir meilleur. Le rôle d'un leader est justement de capitaliser ce potentiel, d'inspirer et de mobiliser chaque citoyen pour transformer nos défis en opportunités. C'est dans cette dynamique que se forge le véritable développement d'un pays. Et c'est ainsi que nous bâtissons aujourd'hui un Madagascar prospère et développé. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers leaders, les Émirats arabes unis, à travers Dubaï, incarnent aujourd'hui un modèle de développement économique planétaire. La transformation d'un désert en métropole économique mondiale en quelques décennies prouve qu'avec un leadership visionnaire et la force du travail, on peut transformer un rêve en réalité.
Cela incarne une réussite exemplaire, une source d'inspiration universelle et que je partage pleinement. Chaque nation prospère doit avoir une vision claire et un leadership éclairé. Ensemble, en partageant nos expériences et en nous inspirant des modèles qui fonctionnent, en unissant nos forces, nous pouvons bâtir un monde meilleur de façon solidaire. Les projets ne manquent pas. Ce sont les investissements et les financements des partenaires et des pays amis comme les Émirats arabes unis qui font la différence. Mesdames et messieurs, le leadership, lorsqu'il est exercé avec une vision et détermination, c'est un levier incontournable de transformation. Nous, dirigeants, avons la responsabilité d'insuffler cette dynamisme et cette dynamique et d'orienter nos nations vers un avenir prospère. Madagascar est aujourd'hui en pleine évolution et nous sommes prêts à collaborer avec toutes les parties prenantes qui croient en notre potentiel. Je vous remercie de votre attention. Des projets avec les Émirats. Nous avons beaucoup de projets avec les Émirats. Nous avons un plan, nous avons une vision. Ce qui nous manque actuellement, c'est l'accompagnement de développement et de notre vision. Et je suis convaincu qu'avec les Émirats arabes unis, nous pouvons et nous allons transformer Madagascar. Les Émirats vont former plus de 1 million de jeunes dans le CODER. Il y a aussi le développement du tourisme et dans la transformation agricole, mais également de l'industrialisation du pays.